Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans l'invité de la rédaction de Médien TV. Près de 3000 morts, plus de 5600 blessés, des sans-abri par milliers, 300 000 voire plus, et des centaines de doigts rasés ou détruits. En grande partie, une infrastructure endommagée, routes, ponts, télécommunications, réseaux électriques, écoles, dispensaires. Le bilan de la nuit du 8 septembre est lourd. Aujourd'hui, nous allons aborder le volet ô combien important de l'impact de ce drame qui a endeuillé le Maroc sur l'activité économique de la région et sur les orientations macroéconomiques du pays dans les mois, voire les quelques années à venir. Et pour cela, nous avons le plaisir renouvelé de recevoir Abdelghani Youmni, économiste et spécialiste des politiques publiques. Monsieur Youmni, bonjour, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Je vous remercie, Madame Soumia Drouri, de cette invitation, cette période douloureuse que vit le Maroc, tragédie, que vit le Maroc et malheureusement que vit un autre pays frère, qui est la Libye. Donc on voit bien que cette région du nord de l'Afrique a vécu dans la même semaine deux grands événements tragiques. Que ce soit en Libye, dans la région de Derna ou la province de l'Haus. Donc une pensée pour la Libye aussi, et les Libyens qui sont aussi dans la même situation, une pensée pour eux. Alors, nous l'avons vu un peu partout, des estimations d'un institut américain, le United States Geological Survey, qui dit que les pertes économiques potentielles associées à ce séisme pourraient atteindre 8% du PIB national, soit environ 106 milliards de dirhams. Un premier commentaire sur ces estimations, s'approche-t-elle à votre avis de la réalité ou est-ce qu'il est trop tôt pour une estimation fiable? Ça dépend ce qu'on veut faire. Ça dépend ce qu'on veut faire, ça dépend comment on évalue. Alors, je dirais que c'est une estimation qui a été prématurée, mais qui ne s'éloigne pas beaucoup de la réalité si on veut reconstruire mieux qu'avant. Parce que la région du Haut Atlas, et même de l'Atlas, soit du moyen ou le haut, a fait partie pendant longtemps du Maroc oublié, des régions pauvres. Donc si on calcule en termes de pertes immobilières, il n'y a pas beaucoup de pertes immobilières. Si on calcule en pertes d'infrastructures et en écoles, 570 écoles, des milliers de kilomètres, si on calcule bien, parce que de perdus qu'il faut refaire. Donc nous avons des pertes d'infrastructures, nous avons des pertes aussi, nous avons des pertes sur la biodiversité, nous avons des pertes sur le culturel, parce qu'il y a quand même de grandes dynasties marocaines qui sont parties de cette région, les Almohadines et les Almoravides, donc ils sont partis de cette région. Donc il y a quand même un centre de notre histoire marocaine, dynastique. Maintenant, les 106 milliards, oui et non. Alors si on veut reconstruire avec la vision d'ancrer ces régions au Maroc qui est en train de décoller, oui, il faut 106 milliards de dirhams. Si on veut refaire comme avant, oui, il faut moins de 106 milliards. Mais la vérité se situe entre les deux. Moi, je dirais on est entre 60 et 75 milliards de dirhams pour reconstruire. Après, il y a peut-être des pertes sur le tourisme, sur d'autres secteurs. Mais moi, je dirais que pour la reconstruction d'une région qui pourrait avoir des écosystèmes économiques, l'écotourisme, des écoles, des infrastructures, oui, on pourrait partir sur ce chiffre. Et c'est pour ça que moi, je dirais oui, on est entre les deux, mais ça dépend ce qu'on a comme recette pour reconstruire. Oui, parce qu'il est clair qu'il est sage de ne pas reconstruire comme avant, parce qu'avant, on a vu maintenant cette zone sismique, on le sait, à côté d'Agadir et d'El Hoceima. Donc, il n'est pas question de reconstruire en pisé avec les mêmes normes. Peut-être en pisé, mais avec du parasismique. Sa Majesté le Roi a beaucoup insisté sur la prise en charge du culturel, et du cachet, du terroir, du territoire, de l'histoire de cette région. Mais pas n'importe comment. Mais pas n'importe comment. Mais aussi, il faut insister sur peut-être regrouper les douars pour baisser le coût En fait, mais par contre, on ne peut pas reconstruire comme dans les villes, parce que c'est une région rurale qui a des spécificités historiques, culturelles, coutumières qui ne sont pas les mêmes que dans la ville de Marrakech. Oui. Alors, quels sont les impacts de cette catastrophe sur l'activité économique? Là, on va parler que de la région de l'Haus, à court et à long terme. Ce sont des gens qui vivent aussi beaucoup sur l'activité agricole vivière. Il y a le cheptel. Voilà, vivière, cheptel, mais c'est pas une région très agricole. Donc, ce sont des régions où il y a une très faible pluviométrie, il y a la neige, mais ils sont beaucoup dans l'arboriculture, c'est-à-dire ils produisent des fruits. Il y a aussi un cheptel,
Mais il n'y a pas une grande production agricole comme dans les autres régions, d'Al-Gharb ou Chaouia ou de Kala. Ce n'est pas la même chose. Mais en même temps, oui, il y a des pertes pour des gens qui n'avaient pas beaucoup d'argent et qui se retrouvent sans rien. Oui, sur le court terme, il y a des effets sur les revenus, mais on a bien vu que la prise de décision de Sa Majesté le Roi de verser 30 000 dirhams à chaque famille comme aide monétaire, et puis la reconstruction, je pense que cette région va recevoir une manne qui va lui permettre d'abord de respirer, et puis il faut penser à l'électrification, à l'eau, aux routes, aux écoles. Il y a une décision qui m'a beaucoup séduit hier, et j'étais très heureux, et c'est pour ça que moi, chaque jour, je prends espoir dans ce peuple et ce pays. Il y a un de vos confrères qui est sur une j'ai vu l'histoire d'un roi citoyen, et d'un peuple royal. Et je pense que le Maroc, c'est ça. Oui. Le peuple a montré une très, très grande solidarité du nord au sud, de partout. Et ce n'était pas pour les caméras. C'est vraiment le peuple marocain, c'est nous, c'est notre ADN d'être solidaire. Je crois que ça va beaucoup aider les gens sur le plan psychologique. Et je pense que c'est un merveilleux malheur pour cette région, malgré les pertes de vie, qui repartira différemment et qui montera peut-être dans le train si vous voulez, de l'émergence économique dans lequel l'ensemble du Maroc est dedans aujourd'hui. De toute façon, l'histoire nous l'a démontré. Souvent, il y a des pays qui repartent, qui rebondissent après ou des drames, ou bien des guerres. On a vu après la Deuxième Guerre mondiale, et c'est un moteur pour reconstruire et pour un nouveau départ. Oui. Souvent, les crises. Mais Madame Deroury, moi, je ne vais pas vous mentir. Le tremblement de terre d'Al-Hawz, c'est un acte de guerre de la nature contre cette région et contre le Maroc. Oui. Et je pense que ce qui a été montré jusqu'à aujourd'hui, parce que on n'avait pas encore une semaine, il y avait déjà des grandes décisions qui sont prises. Et moi, j'en vois tous les jours. Si vous voulez, il y a une émulation, une ruche de décisions qui prouve que le Maroc est un pays souverain et qu'il est capable. Et puis, j'aimerais rendre hommage aux forces armées royales qui ont utilisé les hélicoptères, mais aussi des mulets. Tous les moyens, et parce qu'il faut trouver des solutions. On va parler de ça parce que c'est l'occasion peut-être de rendre ces régions beaucoup plus accessibles. Elles sont enclavées. Ça, c'était, on l'a découvert, on le savait, mais là, c'était mis en pleine lumière. Mais ce n'est pas une spécificité du Maroc. Non. C'est même dans les pays très développés. Toujours les zones montagneuses ont un problème d'enclavement et d'ancrage à l'économie. Et c'est là où on trouve les gens les plus fragiles sur le plan monétaire, ce qui est normal. Donc, ce n'est pas une spécificité du Maroc. Oui. Alors, le séisme, il est vrai, et Dieu merci, n'a pas eu d'impact sur l'activité industrielle, parce qu'il n'y a pas une grande activité industrielle. L'agriculture et l'élevage limité. Il y a eu le secteur du tourisme. Au début, on a eu une vraie crainte, parce qu'il y a eu l'effet psychologique au début, des annulations. Est-ce que vous pensez que le secteur va vite reprendre du poil de la bête? C'est déjà en train de se faire. Est-ce que les touristes vont revenir parce que c'était parti pour une saison exceptionnelle? Alors moi, j'ai un petit reproche à faire à quelques médias étrangers qui, au lieu de montrer l'activité de la ville de Marrakech, parce que moi j'ai visité Marrakech le samedi, le lendemain je suis allé. Après je suis monté dans la région de Tahnaout. Donc la ville est debout. Et ils ont tout fait beaucoup d'amalgame. Voilà. Et puis, on montre que des petites choses cassées, alors que la ville, alors Jemaa el-Fna est pleine, la ville a repris, les touristes reviennent, parce que les touristes ne dépendent pas des médias, ils dépendent d'eux-mêmes. Et puis, c'est pas un attentat, c'est un tremblement de terre. Et donc, les gens, ils vont montrer leur solidarité avec une ville qui a aujourd'hui un label mondial. Marrakech, c'est pas une ville marocaine, c'est une ville du monde, qui est ouverte au monde. Et puis, à la différence de plusieurs pays, moi, je vais aussi vous dire quelque chose. C'est que moi, je discute toujours avec les étrangers qui arrivent au Maroc. Ils ont toujours le sentiment d'être chez eux dès le premier jour où ils arrivent. Dès qu'ils frôlent le sol marocain, ils sont chez eux. Ce n'est pas le cas partout. C'est ce qui explique cet élan. On voit il y a des catastrophes tout le temps, régulièrement, dans les 4 coins du monde. Et on voit 3000 morts. C'est beaucoup, mais il y a des régions où il y a plus de morts et on ne voit pas toute cette mobilisation, toute cette sympathie. Il y a cette hospitalité naturelle du Maroc qui fait que les gens aiment le Maroc, y compris en France, où le peuple français s'est solidarisé avec le Maroc. Il y a eu 2 soirées dans 2 grandes chaînes, c'est pas rien. Donc voilà, donc je pense que aussi ce peuple reçoit ce qu'il a toujours donné. Ah bah voilà. Oui, c'est le karma, c'est comme ça. Alors les grandes infrastructures comme les barrages et les routes principales, les autoroutes n'ont
heureusement pas subi de dommages. Donc, quelles mesures sur la petite des activités économiques dans la région à se relever vite? Il n'y a pas eu de dommages, parce que là, au début, on craignait. Oui, alors dans cette région, dans ces provinces de l'Haouz, il faut savoir, il y a, bon, vous avez parlé du chiffre de 300 000, il y a 50 000 logements, mais dans cette province de l'Haouz, il y a une armée de main-d'œuvre qui alimente tout le Maroc. Ce sont les petits artisans, la maçonnerie, les plombiers, les électriciens, les carreleurs qu'on trouve dans tout le Maroc. Et donc, c'est eux qui travaillent. Donc, les revenus arrivent des villes vers ces régions. Et donc, à l'intérieur de ces régions, il y a l'activité agricole minime, mais il y a les revenus de ces gens. Je pense que cette région repartira si l'État arrive avec force pour les infrastructures et pour la reconstruction. Mais je pense que pour les revenus viviers, pour vivre, je pense que ça n'y aura pas de problème. Par contre, pour la question du tourisme, moi, je n'ai aucun doute sur la reprise du tourisme au Maroc. C'est principalement maintenant le relogement et les infrastructures, parce qu'il ne faut pas que ça dure trop dans le temps, parce qu'il y a l'hiver qui arrive, il faut aller... Il ne faut pas aller trop vite non plus. Et il ne faut pas des solutions de bricolage, parce que des tentes, on ne peut pas tenir dans des régions où il fait... Je vous assure, de ce que je vois, moi j'étais sceptique comme vous, et de ce que je vois, je pense qu'il y a une vision, il y a une stratégie, et j'espère, et je souhaite, et maintenant il y a le fonds 126, que j'espère va dépasser le fonds Covid qui était à 34 milliards de dirhams, et je pense que si on arrive à 40-50 milliards de dirhams, et puis avec aussi les recettes, enfin les dons des pays frères et amis, je pense qu'on arrivera à quelque chose comme, si on arrive à 5-6 milliards de dollars, je pense qu'on pourra construire cette région sans problème. 5-6 milliards. Alors, la région, sur 18 mois, ça ne peut pas se faire sur 6 mois. Non. Il faut donner 1 an et demi. Je vous dis, il y a 2 choses qui sont en train de se faire. La première, c'est de mettre les élèves dans des internats, et ça se fait vers Marrakech. C'est ça, il y a pratiquement 100 000 enfants. Oui, mais il y a déjà 10 000 qui ont été transférés vers Marrakech. Moi, j'étais pour une autre solution, mais après, j'ai discuté avec des gens qui m'ont dit peut-être pas. Moi, je pensais que, comme ce qui s'est passé en Ukraine, que même des familles entières pourraient, s'ils ont des difficultés à partir chez l'habitant, chez d'autres Marocains qui ont des maisons vides. On peut trouver des solutions en attendant que la reconstruction se fasse, mais c'est difficile. Mais c'est difficile, c'est du provisoire, et puis il y a la dignité des gens, c'est très difficile. Alors, la région sinistrée de Marrakech, Sophie, avec celle de l'Haouz, génère quelque chose comme 8% du PIB, avec des activités comme l'agriculture, la pêche et surtout le tourisme. À quel point ce drame, avec ses pertes humaines et matérielles, humaines surtout, pourrait-il pousser le gouvernement et l'État marocain à revoir ses priorités et ses orientations macroéconomiques, revoir le projet de loi de finances 2024? Madame Deroury, c'est une excellente question. Alors, cette région de Al-Haouz, mais aussi la région de Souss Massa, qui est un peu touchée. Bon, on va parler de 12% du PIB sur l'ensemble. Je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de grosses. Il n'y aura pas beaucoup de pertes au niveau du PIB, du revenu national. Et en plus, là, on est sur la fin de l'année pour démarrer une autre. Il y aura peut-être 1,5%, 2%. Mais le gouvernement, ce n'est pas à ça qu'il va s'atteler. Il va s'atteler à autre chose. Sur cette triennale des lois budgétaires 2023-2026, de voir comment il va financer les politiques publiques de reconstruction et comment il va intégrer les recettes, parce qu'il y aura des recettes, d'abord du fonds 126, et comment il va les ventiler. Mais je rassure les Marocains, d'après les évaluations que j'ai faites, mais je ne suis pas le même, je ne suis pas le seul, il y a beaucoup d'économistes qui l'ont fait. Nous avons eu un malheur, c'est sûr, mais notre économie est debout. Justement, en parlant de l'économie, la reconstruction, elle va prendre des années. Elle ne va pas se faire en 3, 4, 5 mois, une année. Est-ce que vous pensez que cela pourrait avoir un impact durable sur l'économie marocaine? Oui, alors d'abord la reconstruction. La reconstruction, vous savez qu'on produit à peu près 100 000 logements par an. Et là, on a besoin de 50 000. Reconstruction, réhabilitation, pas que des relogements, bien sûr. Voilà, peut-être de toute façon, on construit 100 000 logements par année. On a 100 000 logements. Là, on a besoin de 50 000. Peut-être en réhabilitation, 30 000, ça fait 80 000. Moi, je vous ai dit, 18 mois, c'est très raisonnable. Mais moi, ça va créer des emplois. Oui. Et ça va créer de l'activité. Et ça va créer de la consommation. Et ça va relancer un petit peu le secteur immobilier. Parce que même si on produit 100 000, on ne vend pas 100 000. Donc là, on a une activité immobilière qui va être financée par de l'argent qui est là, qui est sur la table. Donc, franchement, sur la reconstruction, je ne suis pas pessimiste, mais je veux quand même
que l'exécutif applique ce que Sa Majesté le Roi a décidé. Il ne faut pas qu'on se retrouve dans le même scénario de Hussein. C'est ça, voilà. C'est ce que j'allais dire, parce que souvent, il y a des plans sur le papier, ils sont excellents. Après, quand on passe à l'application, à la mise en œuvre, c'est là où il y a problème. Oui, mais il ne faut pas, parce que vous savez que le Maroc a dit qu'il était souverain, il l'a prouvé. Mais maintenant, il a dit aussi qu'il va reconstruire, il faut qu'il le prouve, parce qu'on n'est pas seul dans ce monde. Oui. Alors, pour financer, il y a bien sûr, vous l'avez dit, le fonds 126, il y a le budget de l'État, il y a l'aide internationale. Elle va être dans le fonds 126. Dans le fonds. Ouais. Et puis, il y a le prêt du FMI, c'est 1,3 milliard de dirhams, mais c'est un prêt qui rentre dans une ligne de crédit signée au mois d'avril, qui est portée sur 5 milliards de dirhams modulables. 5 milliards de dollars. 5 milliards de dollars. Mais est-ce que vous pensez que ça va être suffisant, ou est-ce que le Maroc aura besoin de recourir à des lignes de crédit qui seront plus chères que... non, elles seront pas que celles du FMI. Hein. Mais je vous dis, nous avons vécu une grande tragédie dont les effets macroéconomiques et microéconomiques sont limités. Et c'est une chance pour nous, malgré le malheur que nous avons vécu. Vous voyez, malgré le malheur que nous avons vécu, parce que ça aurait pu se produire comme celui de 1960 d'Agadir. Et là, c'est autre chose. Vous savez, la Turquie, elle a évalué les pertes à 50 milliards de dollars. C'est énorme. Donc nous au Maroc, on est autour de 10 milliards de dollars, donc c'est 5 fois moins. Et moi, je ne crois pas. D'abord, c'est une ligne de précaution. Hein, c'est pas. Et si le Maroc a pris, c'est parce que il veut assurer ses arrières, premièrement, et on veut ne pas avoir un déficit budgétaire qui grimpe à 6%, qu'on ne pourra pas retrouver et qui pourrait aggraver l'inflation et aussi permettre la dépréciation du dirham. C'est toute une alchimie, si vous voulez, macro-budgétaire et aussi macro-financière que le Maroc suit avec excellence, avec brio, et qu'il faut continuer. Donc moi, je trouve que c'est une bonne décision d'avoir dit donnez-moi de l'argent, je verrai ce que je vais faire avec. Voilà. Il nous reste 2-3 axes, c'est pas beaucoup de temps malheureusement. Alors certains ont suggéré, parmi les solutions suggérées, c'est le recours à la fiscalité en revoyant à la hausse l'imposition d'une manière ciblée qui pourrait concerner les super profits de certains secteurs comme les hydrocarbures, les banques, les assurances. Doit-on y recourir? Écoutez, regardez les dons. Regardez qui a donné. Non, mais je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord. Si on ne fait pas une réforme fiscale à la veille d'un tremblement de terre, on l'a fait avant. On l'a fait avant, on l'a fait après. Aujourd'hui, il y a eu un appel aux dons. Il y a eu des réponses très positives. Moi, j'ai vu les donneurs. Il y a des banques, il y a des gens, des très riches. Et donc, il faut pas briser cet élan de solidarité. Mais je suis un grand défenseur d'une réforme fiscale qui touche d'abord les rentes, qui favorise la classe moyenne. Non, mais moi, je suis un grand défenseur. Je trouve qui aujourd'hui a été le plus solidaire dans ce grand Maroc, grande nation historique. C'est la classe moyenne. C'est elle qui a piloté la solidarité. Je vous assure, ceux qui ont piloté la solidarité aujourd'hui, c'est les forces vives de ce pays. Les associations, les professeurs, les médecins, les petits entrepreneurs, même des gens pauvres. Vous avez vu le monsieur avec un petit vélo qui arrive, un petit sac. Tous les Marocains ont fait. Alors, ne mettons pas les uns contre les autres aujourd'hui. Attendons. Moi, je vous dis, je suis pour une réforme fiscale qui agrandit l'assiette fiscale avec une surface très large et qui permet à la classe moyenne de respirer. Oui, parce que quand même, on a beaucoup parlé dernièrement du marché des hydrocarbures et de tout l'argent engrangé. Les banques sont toujours gagnantes. Pas aujourd'hui. Vous savez pourquoi aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, nous avons, avec ce don et cette solidarité, fait de la répartition de richesses d'une manière très intelligente, à court terme. Vous la voulez sur le long terme. Il faut une réforme fiscale. Demain, construisons les provinces d'El Haouz et suite, et puis pensons en 2025 à une réforme fiscale qui apportera plus de justice sociale, parce que ce pays le mérite et cette nation le mérite. Il faut le faire. Alors, nous sommes déjà en situation inflationniste. Est-ce que cette inflation risque de s'aggraver avec les répercussions? Vous avez dit que vous n'avez pas de crainte. Donc pas de crainte qu'il y ait plus, que les prix grimpent encore. Madame Derory, je vous assure que tous les gens confondent. La cherté de vie, elle s'est installée. Maintenant,
fait partie de notre Absolument. vie. Aujourd'hui, je l'ai dit d'ailleurs ici, qu'on ne retournera plus jamais à du gasoil et de l'essence à 7 et 10 dirhams. C'est fini. Aujourd'hui, on a du 14, donc la cherté de vie est là, on est plus pauvre qu'hier. Aujourd'hui, créons des richesses pour mieux répartir. Donc, est-ce qu'on peut revenir, on peut avoir une inflation à 2-3%, c'est pas un problème. Mais la cherté de vie ne partira pas, elle est là. Parce qu'elle a aggravé les inégalités sociales, elle a appauvri la classe moyenne, elle est là, la cherté de vie. Mais vous allez me dire, oui, on n'aura qu'une inflation de 2%, mais le gasoil restera à 14 dirhams. Voilà. Donc, pas de crainte de ce côté-là. Non. Alors, dernière question, on va finir sur une note peut-être optimiste. On est très, très, très triste parce que ce sont les pertes humaines. C'est ça qui ne peut pas être ni rattrapé, ni reconstruit. Mais est-ce que ce qui arrive est ça me gêne, mais dans le bon sens, un mal pour un bien, parce que c'est un grand mal, et que la région pourrait, justement, vous l'avez dit, repartir, améliorer la condition des populations sinistrées, revoir, en fait, toute la politique économique dans la région, si les plans sont menés à bien. C'est une bonne conclusion. Vous savez que toutes les nations qui ont pu rebondir, le Japon et l'Allemagne, c'est après des drames et après des tragédies. Donc, il y a un psychologue qui s'appelle Boris Cyrulnik, c'est lui qui a inventé le mot résilience. Et la résilience, c'est un terme psychologique. En fait, tous les gens qui vivent des drames et des douleurs, souvent, ils veulent se surpasser. Et le Maroc a vécu des drames et des douleurs et se surpasse. Et puis, il y a autre chose, c'est que le Maroc est une grande entreprise qui a inventé en fait, le sentiment d'appartenance à cette grande entreprise. Et dans n'importe quelle entreprise, quand vous améliorez le sentiment d'appartenance, vous améliorez la productivité. Oui. Et c'est pour ça que nous avons vu aujourd'hui un peuple heureux quand il y a eu quand le Maroc est passé à la demi-finale de la Coupe du Monde. Oui. On a vu un peuple triste dans la triste affaire de Ryan. Et puis on voit aussi un peuple aujourd'hui triste, mais solidaire et debout, pour ça qui a géré tout seul. Oui. Voilà. Alors, puis il y a l'adage célèbre, ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. On a été blessés parce qu'il y a eu 3000 morts, mais peut-être ça nous donnera de la force pour l'avenir. C'est exactement ça. Parce que le Maroc est toujours debout. Je suis aligné sur vous. Vous savez, si vous voulez, il y a les dires et il y a les faits. Et je pense que le Maroc est un pays où nous avons à la fois les dires et les faits. C'est-à-dire, on dit des choses, on les fait. Et c'est ce qu'on a vu. Alors, on aurait pu sortir, faire des manifestations, dire on est solidaire et puis on ne donne rien. Là, on a vu quand même, moi, je n'ai pas chiffré en milliards ce que les gens ont donné, mais c'est peut-être que là, on est autour de 8-10 milliards de dirhams. Dedans, et ça ne va pas s'arrêter là. Non, mais pas dedans de 126, dedans en marchandises, en produits qui sont montés. Voilà. Merci beaucoup, Abderrahmane Youmi, économiste et spécialiste des politiques publiques. Merci pour cet éclairage. Merci pour beaucoup, l'invitation. À très bientôt, j'espère. Merci. Madame, monsieur, merci beaucoup de nous avoir suivis. Bon suivi des programmes sur Média TV. Très belle soirée.